Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce lundi 11 mai. Le président angolais João Lourenço est à Alger pour une visite d'État où il a été accueilli par le président algérien Abdelmadjid Tebboune avant d'avoir des entretiens au palais d'El Mouradia. Lutte commune, défense des causes justes et partenariat de longue date, retour sur les fondements historiques de l'axe stratégique Algérie-Luanda. Guerre au Moyen-Orient, l'Iran affirme avoir demandé dans sa réponse aux propositions américaines la fin de la guerre dans l'ensemble de la région et le déblocage des avoirs iraniens gelés, qualifiant ces exigences de légitimes. Téhéran met en garde la France et la Grande-Bretagne contre le déploiement de navires de guerre dans le détroit d'Ormuz et annonce la paralysie totale des ports du Golfe Persique. Bonsoir à tous. Le président angolais João Lourenço est arrivé ce lundi à Alger pour une visite d'État. Il a été accueilli cet après-midi à l'aéroport international d'Alger par le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Après avoir écouté les hymnes nationaux algériens et angolais, les deux présidents ont passé en revue des détachements des différentes forces de l'armée nationale populaire qui leur ont rendu les honneurs au moment où 21 coups de canon retentissaient en l'honneur de l'hôte de l'Algérie. Les deux chefs d'État ont par la suite eu des entretiens au niveau du salon présidentiel de l'aéroport en présence des délégations des deux pays. Le président angolais João Lourenço s'est rendu également au sanctuaire du martyr à Alger, où il a observé une minute de silence et déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative à la mémoire des martyrs de la glorieuse révolution de libération nationale avant de visiter le musée national du Moudjahid. Par la suite, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a réservé à son homologue angolais João Lourenço un accueil officiel au palais d'El Mouradia. Après l'accueil officiel au palais d'El Mouradia, le président algérien a eu un entretien en tête-à-tête avec son homologue angolais, toujours au siège de la présidence de la République. Des entretiens élargis par la suite aux membres des délégations des deux pays.
Et je vous le disais en titre, la relation bilatérale, une relation bilatérale vieille de plus de 50, de 5 décennies, des luttes de libération africaine aux enjeux stratégiques d'aujourd'hui. Alger et Luanda partagent bien plus qu'un partenariat, une vision commune pour l'essor de l'Afrique. Naléman Zekar revient justement sur les fondements historiques de cet axe. 50 ans de fraternité, 50 ans d'une fidélité qui n'a jamais vacillé. Quand le président angolais foule le sol algérien aujourd'hui, il ne visite pas une capitale étrangère, il revient sur une terre qui a porté l'espoir de son peuple. Et c'est justement ici, dans cette ville, que le mouvement populaire de libération de l'Angola a trouvé refuge dans les années 60. C'est ici qu'Agostinho Neto et ses compagnons ont tracé depuis l'exil les contours d'un Angola libre. L'Algérie leur a offert un soutien militaire, une formation et quelque chose d'encore plus précieux, une voix. Une tribune sur la scène internationale à l'heure où l'Afrique peinait à se faire entendre. Ce n'est pas pour rien qu'Alger a hérité du surnom de Mecque des révolutionnaires. Cet héritage ne s'est pas évanoui avec la fin des luttes de libération. Au contraire, il s'est transmis génération après génération comme une conviction fondatrice. La liberté de l'Afrique est indivisible. C'est sur ce socle que repose aujourd'hui encore la relation entre les deux pays, une doctrine commune, ancrée dans la durée, souveraineté des peuples, non-ingérence, solution africaine aux problèmes africains. Au sein de l'Union africaine, Alger et Luanda portent ensemble ce flambeau. L'Angola soutient la cause sahraoui. Les deux capitales opposent d'une même voix un refus catégorique à toute forme de tutelle extérieure sur les affaires du continent. Ensemble, ils constituent un rempart, un axe de pression pour que l'Afrique soit maîtresse de son destin. Et à ce partenariat politique vieux d'un demi-siècle vient désormais s'adosser une ambition économique à la hauteur de l'histoire. Selon les données des plateformes de commerce international, les exportations algériennes vers l'Angola ont atteint 1,33 million de dollars en 2024. S'ajoute à cela 20 accords de coopération signés entre 2025 et 2026 dans différents secteurs et un conseil d'affaires algéro-angolais institué pour que la volonté politique se traduise en échanges durables et en prospérité partagée. Et dans ce paysage africain en pleine recomposition, l'axe Alger-Luanda s'affirme avec une force renouvelée, adossée à ce que l'histoire a bâti, tournée vers ce que l'avenir commande. 50 ans après les premières poignées de main entre révolutionnaires, les deux pays ont à nouveau rendez-vous, non avec le passé, mais avec l'Afrique qu'ils entendent construire. Dans l'actualité également, le Premier ministre algérien Sifir Rieba a présidé ce lundi à Alger la cérémonie d'ouverture des travaux d'une journée d'information consacrée au renforcement de l'efficacité du guichet unique. Cette rencontre organisée par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, la API, sous le slogan « Le guichet unique, l'idée à la concrétisation » s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des orientations stratégiques du président algérien Abdelmadjid Tebboune visant à faire de l'investissement un levier essentiel de la diversification de l'économie nationale. لقد مكن وضع منظومة الاستثمار حيز التنفيذ من اكتساب خبرة متراكمة بالغة الأهمية. La mise en œuvre du cadre de l'investissement a permis d'acquérir une expérience cumulative, cruciale, où les chiffres révèlent un progrès réel, concret et mesurable, confirmant que nous sommes sur la bonne voie. Depuis l'entrée en vigueur de ces textes, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement a enregistré plus de 20 000 projets pour une valeur totale déclarée dépassant 9 000 milliards de dinars, devant créer plus de 525 000 emplois. Ces chiffres ne sont pas de simples indicateurs statistiques, mais la preuve irréfutable du retour de la confiance. Sahara occidental, le président sahraoui Ibrahim Rali a fermement condamné les positions de certains gouvernements soutenant l'occupation marocaine
qualifiant leur déclaration d'irresponsable. Selon Rally, ces prises de position visent à détourner l'attention de la guerre d'agression menée contre le peuple sahraoui depuis plus d'un demi-siècle. Dans une lettre adressée au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Brahim Rally a estimé que ces gouvernements utilisent des récits fallacieux et fabriquent des mensonges comme outils de propagande, qualifiant cette démarche de violation flagrante du statut juridique international du Sahara occidental qui demeure une question de décolonisation. Je vous adresse cette lettre pour exprimer ma plus ferme condamnation des déclarations irresponsables et inexactes récemment émises par certains gouvernements qui tentent de jeter de la poudre aux yeux pour occulter les réalités sur le terrain du Sahara occidental occupé et détourner l'attention de la guerre d'agression continue menée par l'État d'occupation marocain contre le peuple sahraoui depuis octobre 1975. Brahim Rally a affirmé aussi que les gouvernements soutenant l'occupation marocaine étaient matériellement complices des crimes commis contre le peuple sahraoui. Il a souligné qu'ils portaient une responsabilité légale dans l'enlisement et l'exacerbation du conflit, mettant ainsi en péril la paix et la sécurité régionale. L'histoire est sans merci. Le gouvernement ayant pris part à la marche noire marocaine de 1975 et fourni armes et financements à l'État occupant pour envahir et occuper le Sahara occidental sont considérés comme complices matériels des crimes commis contre le peuple sahraoui. Ils portent une responsabilité égale dans la prolongation et l'exacerbation du conflit, ainsi que dans la mise en péril de la paix et de la sécurité régionale. Le président sahraoui a par ailleurs imputé à la puissance occupante marocaine la responsabilité de l'état de guerre ouverte prévalant au Sahara occidental suite à la violation par cette dernière de l'accord de cessez-le-feu de 1991 et des accords militaires connexes du 13 novembre 2020. La vérité indiscutable est que depuis que l'État d'occupation marocain a violé en toute impunité l'accord du cessez-le-feu de 1991 et les accords militaires connexes le 13 novembre 2020, il n'existe plus actuellement d'accord de cessez-le-feu en vigueur entre l'armée sahraoui et les forces d'occupation marocaines. Ce qui prévaut désormais est un état de guerre ouverte déclenché par l'État d'occupation marocain, lequel assume seul la responsabilité de ses conséquences. Je vous en parlais en titre, la situation est toujours incertaine au Moyen-Orient après le rejet par Donald Trump de la réponse iranienne aux propositions américaines pour mettre fin à la guerre. Le président iranien Massoud Pezeshkian a reconnu que son pays se trouvait à la croisée des chemins, soit engager des négociations en position de force, soit demeurer dans une situation de ni guerre ni paix, soit faire face à la poursuite de la confrontation militaire. Lors de sa première réunion avec les forces de sécurité depuis les récentes attaques, Pezeshkian a souligné que la raison et la logique exigeaient de transposer les victoires remportées par les forces armées iraniennes sur le terrain vers l'arène diplomatique. Le président iranien a qualifié la guerre menée contre l'Iran comme étant la plus complexe et la plus féroce que le pays ait connue depuis des décennies. Lors d'un point de presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Barahi, a affirmé que l'Iran avait demandé dans sa réponse aux propositions américaines la fin de la guerre dans l'ensemble de la région, y compris au Liban, et le déblocage des avoirs iraniens gelés, qualifiant ces exigences de légitimes. Je vous laisse ainsi qu'à notre peuple le soin de juger si les demandes de l'Iran, la fin de la guerre dans la région, l'arrêt des actes de piraterie maritime contre ces navires et le déblocage des avions appartenant au peuple iranien, injustement gelés depuis des années dans des banques étrangères sous la pression américaine, sont excessives. Par conséquent, tout ce que nous avons proposé dans notre texte consistait en des demandes raisonnables, des propositions responsables et des suggestions généreuses, non seulement pour les intérêts nationaux de l'Iran, mais aussi pour le bien, la stabilité et la sécurité de toute la région et du monde. Malheureusement, la partie américaine persiste dans sa vision unilatérale et ses exigences déraisonnables, fondées sur des mentalités largement façonnées par le régime sioniste.
Et la Chine a dit s'opposer fermement aux sanctions unilatérales jugées d'illégales et sans aucun fondement en droit international, après que le département d'État américain a sanctionné 3 sociétés basées en Chine, accusées d'avoir facilité les opérations militaires de l'Iran. À l'invitation du président Xi Jinping, le président Trump effectuera une visite d'État en Chine. Il s'agira de la deuxième rencontre en face-à-face entre les deux chefs d'État depuis leur rencontre à Busan en octobre dernier et la première visite d'un président américain en Chine depuis 9 ans. Le président Xi Jinping aura un échange de vues approfondi avec le président Trump sur les grandes questions relatives aux relations sino-américaines, à la paix et au développement dans le monde. L'Iran a mis en garde la France et la Grande-Bretagne contre le déploiement de navires de guerre dans le détroit d'Ormuz, affirmant une telle initiative aggraverait les tensions et militariserait cette voie navigable stratégique. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a souligné que seul l'Iran pouvait garantir la sécurité dans le détroit. Pour sa part, le secrétaire général de l'association maritime iranienne, Masoud Polmeh, a annoncé la paralysie totale des ports du Golfe Persique, stoppant le trafic au détroit d'Ormuz. Cette situation liée à la nouvelle autorité du détroit du Golfe Persique bloque l'exportation d'hydrocarbures et immobilise environ 1500 navires. Des hubs majeurs, dont Jebel Ali, sont à l'arrêt, menaçant la chaîne d'approvisionnement mondiale. Et sur l'autre front du conflit, l'entité sioniste continue de violer la trêve en vigueur au Liban en poursuivant son agression, notamment contre les localités du sud du pays. 4 personnes sont tombées en martyrs et 8 autres ont été blessées ce lundi dans une série de frappes et de bombardements. Les attaques des forces de l'entité sioniste se sont concentrées sur Yatar, dans le district de Bint Jbeil, à Abba et à Reïs. Et le Hezbollah libanais a annoncé avoir ciblé une unité des forces de l'entité sioniste retranchée dans une habitation de la localité de Taïbeh, au sud Liban, affirmant avoir infligé des pertes directes dans ses rangs. Dans un communiqué publié ce matin, le mouvement a précisé que ces combattants avaient visé cette même unité au moyen d'un drone kamikaze, confirmant des frappes précises. L'agression génocidaire de l'entité sioniste contre la bande de Gaza, cette fois, se poursuit également. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 3 martyrs ainsi que 16 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Ce génocide a fait depuis le 7 octobre 2023 72 740 martyrs et 172 555 blessés, en majorité des femmes et des enfants. À Gaza, le système de santé est depuis bien longtemps au bord de l'effondrement. Dans le sud, un hôpital de campagne du CICR continue pourtant d'accueillir chaque jour des dizaines de blessés. Sous des tentes installées dans l'urgence, médecins et volontaires tentent encore de sauver des vies. Maria Chouïa. Sous les tentes blanches dressées dans le sud de Gaza, médecins, infirmiers et volontaires se relaient sans interruption. Chaque jour, des dizaines de patients arrivent, blessés dans les bombardements, enfants souffrant de malnutrition, personnes âgées épuisées par plus de 2 années de génocide et de déplacement. Au cœur de cette situation d'urgence, cet hôpital de campagne n'arrête pas de fonctionner. Installé dans des conditions extrêmes, cette structure médicale représente aujourd'hui l'un des derniers espoirs pour soigner les blessés et sauver des vies. Nous avons ouvert cet hôpital en mai 2024. C'est un hôpital de campagne. Il est conçu pour durer de 6 à 12 mois. Le nôtre est ici depuis maintenant 2 ans. Nous avons donc prolongé la durée de vie de notre hôpital de campagne par nécessité pour combler des lacunes dans les services de santé disponibles pour les communautés palestiniennes dont la plupart sont déplacées et vivent ici.
Pensé au départ comme une structure provisoire destinée à répondre à une urgence de courte durée, l'hôpital de campagne du Comité international de la Croix-Rouge continue pourtant de fonctionner bien au-delà de sa mission initiale, une prolongation devenue indispensable face à l'effondrement des infrastructures médicales. Depuis le cessez-le-feu d'octobre l'année dernière, nous avons vu moins de patients blessés par des armes, et je dis bien moins, pas aucun. Nous avons toujours des patients touchés par des balles ou blessés par des explosions. Nous avons toujours de nombreuses victimes, mais moins qu'avant. Dans ce territoire ravagé par des mois de génocide, sous ces bâches blanches perdues au milieu des ruines, l'hôpital de campagne reste bien plus qu'un simple centre de soins, un dernier refuge pour les blessés, un refuge où la médecine tente encore de lutter contre la mort. Et à Khan Younes, au sud de l'enclave palestinienne, la vie reprend au milieu des ruines. Sous les décombres couvrant leur quartier, des jeunes Gazaouis ont improvisé une salle de sport, un moyen de surmonter les traumatismes du génocide et de la crise humanitaire. Amel Amzian Zitouni. Dans le sous-sol de cet immeuble endommagé du quartier de Khan Younes, des Palestiniens s'entraînent chaque jour dans cette salle de sport. Un espace étroit à peine éclairé où se trouvent des haltères, machines et poids. Le sport devient un refuge pour ces Gazaouis, un exutoire psychologique indispensable pour évacuer la douleur, la colère et le traumatisme, tout en reconstruisant leur force physique au milieu des ruines. La guerre est finie et nous retournons à la salle de sport. La nourriture arrive à Gaza de façon relativement modeste, en petite quantité. Mais Dieu merci, nous avons pu retourner à la salle de sport car elle permet à chacun d'évacuer les énergies négatives et se détendre. La situation était vraiment difficile auparavant et la salle de sport était le seul endroit où les athlètes de la bande de Gaza pouvaient se défouler. Le propriétaire de la salle, Mohamed Elbez, et des jeunes volontaires ont passé plus d'un mois à déblayer les gravats pour réhabiliter ce lieu après le retrait des forces sionistes, faisant de lui un espace de résilience au milieu de la dévastation. Nous avons ouvert cette salle de sport en 2020. Elle est abritée dans un sous-sol avec 3 étages au-dessus. Pendant la guerre, le bâtiment a été touché et seul le sous-sol a subsisté. Les 3 étages ont été détruits. Nous vivons ici. Enfin, nous nous entraînons ici, mais tout est détruit. L'endroit est inutilisable tant pour le travail que pour l'habitation. Le plafond pourrait s'effondrer à tout moment ou n'importe quoi pourrait arriver. En gros, nous sommes tout près de la ligne jaune. Malgré les balles perdues, les bombardements et les tirs d'artillerie nous atteignent, mais grâce à Dieu, nous continuons car nous n'avons pas d'autre choix que cet endroit. Une salle de sport qui renaît de sous les décombres. Les Gazaouis sont déterminés à se reconstruire et à résister. En Cisjordanie, cette fois occupée, un jeune Palestinien est tombé en martyr, abattu par les forces de l'occupation sioniste qui détiennent son corps dans le camp de Qalandiya au nord d'Al-Quds occupé. Le jeune homme a été tué par balle par les forces de l'occupation israélienne lors d'un raid contre ce même camp de réfugiés. Dans le conflit russo-ukrainien, cette fois, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, s'est montrée sceptique quant à la proposition du président russe Vladimir Poutine de nommer l'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder comme médiateur dans la guerre en Ukraine. Premièrement, si nous donnons à la Russie le droit de nommer un négociateur en notre nom, ce ne serait pas très judicieux. Deuxièmement, je pense que Gerhard Schröder a été un lobbyiste de haut niveau pour les entreprises d'État russes. Il est donc clair pourquoi Poutine veut qu'il soit cette personne, afin d'avoir une influence considérable sur les deux parties lors des négociations. Et enfin, la Chine a confirmé ce lundi la visite de Donald Trump qui aura lieu de mercredi à vendredi prochain. Il s'agira de la première visite d'un président américain en Chine depuis celle effectuée par le même Donald Trump en 2017. Les discussions entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain devraient s'articuler selon Pékin sur le développement de la coopération, la gestion des différends et davantage de stabilité et de certitude dans un monde instable et interdépendant.
La diplomatie des chefs d'État joue un rôle irremplaçable en orientant stratégiquement les relations bilatérales. La Chine est disposée à œuvrer avec les États-Unis dans un esprit d'égalité, de respect et d'intérêt mutuel afin de développer la coopération, de gérer les différends et d'apporter davantage de stabilité et de certitude à un monde turbulent et en constante évolution. Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez de nouveau Karim Bouaziz pour la suite de votre édition spéciale consacrée à la visite du président angolais João Lourenço en Algérie. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.